Salut tout le monde et re-bienvenue à un autre épisode de Parle-moi de santé. Je m'appelle Alexis Goujon, physiothérapeute comme à l'habitude, fidèle au poste pour un 60e épisode. J'aime bien les épisodes avec un chiffre rond, numéro 60. Aujourd'hui, attachez votre sucre, on parle d'un sujet qui est extrêmement passionnant, non seulement passionnant mais pertinent. On va parler des douleurs sexuelles féminines et pour l'occasion, j'ai reçu une experte dans le domaine, Jessica Roy, et de temps en temps, régulièrement à ce podcast-ci, j'ai des épisodes où après l'épisode, je me dis wow, vraiment cet épisode-là, ça va être un épisode coup de cœur et je vous rassure que ce sera bien et bien le cas aujourd'hui. Donc, Jessica, d'abord, elle est absolument passionnée par ce sujet-là. C'est vraiment son expertise. Elle a une pratique qui est dédiée à temps plein pour la rééducation périnéale. Et les douleurs sexuelles féminines, je crois que c'est encore un sujet qui est potentiellement tabou, peu abordé, et on a fait le tour des différentes causes qui peuvent expliquer ces phénomènes-là, mais pas juste un tour d'horizon des causes, mais on a vraiment parlé aussi des solutions, et Jessica nous explique bien le rôle des physiothérapeutes dans la prise en charge de ce type de problématiques-là, et un petit message d'espoir pour dire qu'il y a vraiment des solutions pour ces problématiques-là. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette super discussion avec la physiothérapeute Jessica Roy. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Sygonia. C'est un centre d'expertise en rééducation périnéale et en pédiatrie et périnatalité. Leurs deux cliniques sont situées à Sherbrooke et à Granby en Estrie. Leur clinique est multidisciplinaire et innovatrice dans le domaine, avec d'abord des physiothérapeutes comme Jessica Roy, notre invitée d'aujourd'hui, mais également différents professionnels qui complètent leur super belle équipe. Alors, je vous invite fortement à aller consulter leur site web pour être au courant de leurs services, de l'ensemble de leurs services, à l'adresse qui sera dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une 50aine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. On est parti. Jessica Roy, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci d'avoir fait la route depuis l'Estrie. Merci à l'invitation. Ben oui, ça fait plaisir. Vous êtes dans la région de Sherbrooke, c'est ça? Oui, exactement, Sherbrooke même. Et on a aussi une deuxième succursale qui est à Granby. Ça fait maintenant 1 an là, qu'on est ouvert. Exact. Fait que la route n'a pas été trop pénible pour se rendre à Montréal. Non, ça a bien été. Plein milieu d'après-midi. Des fois, on ne sait jamais. J'ai souvent des invités qui viennent d'un peu loin. Fait que le trafic et compagnie, on ne sait jamais. Ça peut être une belle surprise quand on rentre sur l'île. Non, ça a bien été. J'ai fini mes patients à l'heure ce matin. Fait que... Good. Voilà. On va parler d'un sujet aujourd'hui qui est très passionnant et tu es passionné de ce sujet, fait que tu es l'invité tout indiqué pour ça. On va parler de douleurs sexuelles féminines, fait que, qui est un peu en lien avec aussi l'épisode que j'avais déjà fait sur la rééducation périnéale. Donc, j'invite peut-être même les gens à déjà avoir des bases ou peut-être avoir écouté cet épisode-là parce que je pense qu'aujourd'hui, ça va vraiment compléter un autre volet qu'on n'avait pas pu aborder dans cet épisode-ci. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, que je suis sûr déjà les auditeurs et auditrices sont déjà captivés par le sujet, peut-être faire un petit tour d'horizon de ton parcours, de ton expertise. Donc, j'ai déjà mentionné, tu as une expertise en rééducation périnéale. Tu travailles pour la clinique Sygonia, qui est comme un centre d'expertise en rééducation périnéale, pédiatrique aussi. Toi, c'est vraiment ton dada, ton champ d'expertise, c'est la rééducation périnéale. Oui. Fait que peut-être nous faire un petit résumé de ton expertise, tes occupations. Je sais que tu fais aussi de la formation, tu enseignes, donc il y a la notion de partage de connaissances qui est probablement chère pour toi et qui explique ta présence aussi aujourd'hui. Fait que fais-nous un petit bref aperçu de ton parcours. Absolument. En fait, moi, je suis graduée de l'Université Laval en 2016. Puis déjà, à l'université, même si on avait juste un cours d'introduction à la rééducation périnéale, j'avais déjà un intérêt pour ça. Donc, tout de suite, en finissant, en graduant, je me suis inscrite là, au micro-programme de 2e cycle à l'Université de Montréal, qui dure environ 2 ans et demi, qui est fait vraiment par des colloques là, de fin de semaine, qui porte sur toutes les clientèles possibles qu'on peut voir en rééducation périnéale. Et j'ai commencé tout de suite à travailler avec cette clientèle-là. Donc, je faisais vraiment mi-temps orthopédie musculo-squelettique conventionnelle et mi-temps rééducation périnéale. Et tranquillement, ma pratique
c'est vraiment transposé, je dirais, à 100% avec la rééducation périnéale pour laquelle j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc là, c'est sûr que chez Sigogna, oui, je fais encore de l'orthopédie, mais c'est toutes des conditions qui ont quand même une particularité ou un lien avec la rééducation périnéale. Donc, des douleurs de sacro-iliaque, symphyse pubienne chez la femme enceinte. Donc, toutes quand même des conditions avec lesquelles il y a un aspect de rééducation périnéale à ce moment-là. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à travers les années, ben là, j'ai commencé à avoir des stagiaires. Après ça, ben c'est sûr que la formation m'intéressait. Fait qu'on n'arrête jamais de se former, évidemment. Fait que je suis allée chercher plusieurs formations. Et j'ai aussi participé à des supervisions de laboratoire là, à l'Université de Montréal dans le microprogramme, là, justement. Et en ce moment, je suis encore en train de parfaire mes connaissances. Donc, je suis en train de faire ma formation avec l'Ordre professionnel à physio pour aller chercher mon cours de poncture d'aiguille. Les physios d'éternels étudiants et étudiantes hein, dans le domaine qu'on a. Oui, absolument. On a l'impression de jamais en savoir assez. On veut toujours aller perfectionner nos connaissances puis aller en chercher un peu plus. Fait que, étonnamment, je disais que j'allais pas étudier longtemps puis je suis encore en train d'étudier. Oui, ben c'est ça qu'on réalise en graduant. Puis aussi, j'ai su que soit tu étais en préparation pour présenter dans un congrès à l'automne. Je sais que tu vas présenter, entre autres, le partage de connaissances avec les autres professionnels de la santé. Je pense que c'est le congrès des urologues du Québec, si exactement. Je me trompe pas. Fait que c'est dans le calendrier fin octobre, exact. Je vais avoir une présentation à ce niveau-là. Fait que oui, c'est sûr que j'essaie toujours de faire connaître le plus possible la rééducation périnéale. J'ai fait aussi, je vais faire aussi d'autres formations à l'automne avec des professionnels, donc des entraîneurs, tout ça, là, donc pour faire augmenter les connaissances. Et propager la bonne nouvelle. Voilà. Fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Oui. Il y a peut-être comme quelques définitions à essayer d'explorer ou pour un peu démystifier un peu qu'est-ce qui est quoi dans ce domaine-là. Même moi, c'est des définitions que je suis pas à l'aise parce que c'est complètement hors de mon champ d'expertise. Je te sors de ta zone de confort aujourd'hui. D'où la pertinence de t'avoir aujourd'hui. Fait que, tu sais, quand on parle de douleurs sexuelles, bon, évidemment, on parle de douleurs aux relations sexuelles ou de douleurs à l'appareil génital ou peu importe. Donc, il y a des termes comme la vestibulodynie, la vulvodynie, le vaginisme. Peut-être juste démystifier, démêler qu'est-ce qui est quoi. Peut-être ça va faire un tour des différents types en même temps en termes d'introduction aux différents types de douleurs sexuelles. Oui, exact. Bien, pour commencer, c'est important de préciser qu'il y a les vulvodynies secondaires à une cause qui est connue, qui est bien identifiée. Donc, on a entre autres, par exemple, ça peut être une condition qui est inflammatoire, comme un lichen au niveau de la région vulvaire. Ça peut être d'origine infectieuse aussi. Donc, les candidoses qui seraient à traiter, là, par exemple, différentes infections possibles. Néoplasiques aussi, neurologiques ou même traumatiques. Donc, des fois, c'est des causes là, qui vont amener des traitements médicaux. Donc, nous, on va traiter un petit peu les conséquences de ça suite au traitement qu'il y aura eu. Il y a ensuite la vulvodynie, mais d'origine où il n'y a pas d'origine spécifique là, qu'on peut identifier comme ça. Donc, pour appeler le terme vraiment vulvodynie, il faut avoir écarté déjà les hypothèses que je viens d'énumérer. Ce sont peut-être plus des aspects, des causes plus médicales là, qui qu'on nécessitent va référer exactement une investigation ou autre chose. Une investigation et donc le traitement approprié suite au diagnostic. Et là, quand on se retrouve vraiment avec une vulvodynie, donc ça fait plus de 3 mois qu'il y a des douleurs à la région vulvaire sans cause spécifique comme ça, ben là, on peut les sous-catégoriser, si je peux dire. Donc, ça peut être des douleurs qui sont localisées ou vraiment plus généralisées, là. Donc, par exemple, localisées plus à une région spécifique au niveau du clitoris, au niveau du vestibule, donc qui est l'entrée au niveau vaginal. Ça peut être des douleurs qui sont provoquées ou spontanées. Donc, la différence entre les deux, provoquées, ça prend vraiment un contact, donc l'insertion d'un tampon, un examen ou, par exemple, une tentative de pénétration, ou ça peut être spontané, donc les femmes vont faire leur épicerie, puis tout à coup, ils ont une douleur là, assez importante au niveau de la vulve. Et fait qu'on peut imaginer à quel point ça peut être incapacitant là, pour ces femmes-là. Et le début peut être primaire ou secondaire, là, donc vraiment, ça a toujours été là, ou ça va se développer là, en cours de route avec les années. Puis c'est surtout déjà, la douleur en soi, c'est quelque chose qui est désagréable, mais tu sais, la douleur dans une région aussi intime, une région qui est aussi peut-être en même temps méconnue des gens, de savoir c'est quoi les différentes causes qui peuvent amener des douleurs dans la région génitale. Fait qu'il y a comme un aspect d'anxiété, d'inquiétude, de peur, d'appréhension des gens que toi-même tu dois retrouver chez les gens quand ils viennent te consulter là, en lien avec ça. Absolument. C'est tellement tabou. Oui, il y a ça aussi, cet aspect-là. C'est tabou, on n'en parle pas beaucoup, tu sais, puis on parlait aussi d'épidémiologie un petit peu. J'aime toujours faire le parallèle.
la vulvodynie peut toucher 8 à 16 des femmes, même vestibulodynie provoquée, là, donc vraiment douleur à l'entrée vaginale qui va être provoquée par un toucher, ça peut toucher jusqu'à 21 des femmes. J'aime toujours le comparer avec un peu les lombalgies. Donc, on connaît tous quelqu'un qui a déjà eu mal au dos ou qui a eu un épisode ou qui a mal au dos en ce moment, c'est 18 Mais la douleur vulvaire, on n'en parle vraiment pas beaucoup. On n'en entend pas beaucoup parler, pas parce que ça n'existe pas, mais parce qu'on n'en parle pas. Ouais. Mais nous, en tout cas, on en parle aujourd'hui. Voilà. On va espérer mettre une lumière sur ce sujet-là. Ouais. Est-ce que ça fait le tour des définitions? Y a-t-il quelque chose à dire plus précisément en lien avec le terme vaginisme? C'est-tu quelque chose de différent? Comment ça s'insère là-dedans? La définition du mot vaginisme a un petit peu évolué là, dans les dernières années. Au départ, on décrivait le vaginisme comme vraiment une impossibilité d'avoir une relation sexuelle. Okay. Vraiment la présence de spasmes au niveau du plancher pelvien. Puis là, tranquillement, on est en train de se rendre compte que c'est pas tout à fait ça. Les spasmes ne sont pas présents chez 100% de ces femmes-là. Donc, la définition est un petit peu appelée là, à changer. Mais définitivement, ce qu'on voit cliniquement, c'est qu'il y a un peu plus l'aspect de la peur, de la douleur qui va être présent chez les femmes qui vont être atteintes de vaginisme versus la vestibulodynie, là, vraiment la douleur à l'entrée vaginale. OK. Fait que déjà, avec ces quelques statistiques que tu as partagées, on a une bonne idée que ça touche beaucoup plus de femmes qu'on peut penser, à la base déjà. C'est quoi le portrait type ou y a-t-il des facteurs de risque qui prédisposent à avoir ce type de problématique-là? D'avoir un petit peu le portrait global de la personne type qui consulterait pour ce genre de problématique, ça ressemble à quoi? Le portrait typique, si je peux me permettre, c'est des femmes qui vont arriver dans mon bureau, soit qui vont avoir un diagnostic de vestibulodynie provoquée, par exemple, donc qui vont avoir été diagnostiquées par un gynécologue, par un médecin. Soit dit en passant, c'est quand même important de mentionner qu'il y a 60% des gens qui vont devoir cogner à 2 ou 3 portes de médecins ou de spécialistes avant d'avoir un diagnostic. Donc, c'est encore 40% des femmes qui vont être mal diagnostiquées après 2 à 3 visites. Fait que d'un autre côté, des fois, j'ai des patientes qui vont se présenter chez nous en disant, je le sais pas, tu sais, mon médecin sait pas ce que j'ai, je sais pas qu'est-ce que je peux faire, mais j'ai des douleurs aux relations, je pense que c'est pas normal, c'est tout dans ma tête. Donc, tu sais, il y a tout cet aspect-là de, là, si mon médecin ne sait pas ce que c'est encore plus inquiétant, tu sais. Fait que je viens ici, mais j'ai pas trop d'attente, je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc, il va y avoir beaucoup de... Soit il y a des femmes qui vont avoir aussi des historiques de, j'ai eu mal, tu sais, depuis des années maintenant, dès mes premières relations sexuelles, c'était douloureux. Donc là, aujourd'hui, j'ai 25, 35, 45 ans, tu sais, puis ces douleurs-là sont encore là, puis comme je trouve pas ça normal. Fait que des fois, j'en ai qui vont venir que les douleurs, ça fait pas si longtemps, mais d'autres qui vont avoir traîné ça pendant des années sans avoir aucune piste de solution qui vont leur avoir été proposée. Puis la majorité de la clientèle, tu dirais, c'est quoi la tranche d'âge qui va consulter en général? Bien, il y a quand même une prédisposition, ce qu'on sait actuellement pour les femmes en bas de 34 ans qui vont être un petit peu plus à risque. Mais le portrait global, ça, c'est beaucoup pour la vestibulodynie. Mais le portrait global pour les douleurs, là, vraiment la dyspareunie, la douleur aux relations sexuelles, peut arriver à différents moments. Là. Donc, autant les jeunes femmes autant la femme qui est ménopausée nouvellement ou en situation postpartum qui va avoir des douleurs suite à une cicatrice, par exemple, au niveau du plancher pelvien. Fait qu'il n'y a pas de portrait type. Les douleurs pour les femmes peuvent arriver à tout âge. Là. Puis, ce serait quoi y a-t-il des choses qui vont prédisposer des femmes à avoir ce type de problématique, que ce soit des antécédents d'accidents, des antécédents d'autres conditions médicales, des maladies, cancers, etc.? Bien, on le sait, t'en as nommé quelques-unes, là. C'est sûr que les conditions spécifiques que j'ai énumérées un peu plus tôt, on le sait, par exemple, les cancers gynécologiques chez les femmes, donc tous les traitements, que ce soit la chirurgie, la radiothérapie, va changer quand même, va apporter des changements importants au niveau des tissus. C'est 63% des femmes qui, suite à ces traitements-là, vont avoir vraiment des dyspareunies, là, donc des douleurs aux relations sexuelles. Fait que c'est sûr que oui, suite à ces genres de traitements-là, c'est possible. On voit aussi parce qu'il y a quand même plusieurs causes qui sont étudiées en ce moment, mais c'est pas tout à fait clair, mais les hormones pourraient avoir un lien, oui, fait que ce soit en situation, comme je l'ai mentionné un petit peu, postnatale, donc les femmes qui vont allaiter, qu'il n'y a pas de retour de règles, qu'il y a moins d'estrogène, ça va fragiliser les tissus au niveau vaginal. Un peu la même chose qui va se passer chez la
la femme ménopausée sur la muqueuse vaginale, ça va apporter des changements importants, de la sécheresse, tout ça, donc ça amène des douleurs. D'un autre côté aussi, il y a tout l'aspect symptômes dépressifs, peur, anxiété, vraiment tous ces aspects-là, on le sait que c'est des facteurs qui sont prédisposants là, chez les femmes à développer des douleurs. Puis il y a un parallèle que je vois de deux choses. Là. La première, c'est que un peu comme toutes les autres douleurs, c'est multifactoriel. Ouais, c'est-à-dire exact. qu'il y a plusieurs éléments de la santé globale, autant physique, psychologique, des facteurs biopsychosociaux qui peuvent avoir une influence là-dessus. Et le deuxième élément, c'est la notion de... Tu parlais de troubles dépressifs ou en lien avec l'anxiété. Je sais qu'une des problématiques qu'on voit souvent, c'est, on va sûrement en parler plus tard, mais l'hypertonicité des muscles du plancher pelvien, qui peut être une des problématiques qu'on voit. Il y a un parallèle parce que je sais que les douleurs pelviennes ou les douleurs périnéales sont dans les 10 conditions du phénomène de sensibilisation centrale. Fait que, entre autres avec les douleurs temporomandibulaires, des conditions comme la fibromyalgie. Endométriose. Oui, exactement. Syndrome du côlon irritable. Ouais. Fait qu'il y a comme un portrait que des fois, les gens, ils peuvent se retrouver dans plusieurs catégories. Fait que c'est sûr que c'est pas une maladie qui entraîne toutes les autres, mais c'est qu'on voit qu'il y a comme des catalyseurs communs à ces enjeux-là. Fait que l'aspect de système nerveux un peu plus sensibilisé, fait qu'il y a ce parallèle-là. Toi, tu dois donc voir des femmes qui consultent qui ont multiples conditions et donc peut-être même des douleurs à la mâchoire, des migraines, des choses comme ça. Oui, absolument. Ben, l'endométriose, qui est connue quand même pour donner des douleurs là, au niveau des relations sexuelles. Fait que ça aussi, c'est une clientèle qu'on va avoir dans notre bureau. Syndrome côlon irritable, tu n'as mis aussi. Ouais. J'ajoute cystite interstitielle, qui est quand même une composante au niveau de la vessie qui va donner des douleurs pelviennes. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on est appelé à traiter. Fait que quand les gens sont rendus dans ton bureau, en général, c'est quoi leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? La raison de consultation, bon, c'est sûr, c'est la douleur, mais au-delà de ça, en général, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme objectif? Ou même, qu'est-ce qui vont les amener à te consulter au final? Bien, en fait, je vais avoir un peu de tout. J'en ai des fois qui vont dire, j'ai tellement consulté de gens, ils n'ont pas trouvé ce que j'avais. Fait que c'est un peu mon dernier espoir, finalement. Ouais. Puis, tu sais, je n'ai pas d'attente, je ne m'attends pas à grand-chose. Ce qui n'est pas différent de la douleur chronique en non, général. Exactement. Ça reste la douleur chronique, exactement. Ouais. Ou j'en ai d'autres qui vont dire, moi, j'aimerais ça retrouver, une qualité de vie sexuelle. J'aimerais ça à retrouver cette complicité-là avec mon partenaire. Des fois, il y en a que c'est des situations qui veulent avoir des enfants. Et pour qui les relations sexuelles sont pas possibles. Donc, ça aussi, ça demeure un enjeu important. Oui, exactement. J'en ai des femmes qui sont venues me consulter parce que l'examen au spéculum n'était pas possible, mais cette patiente-là devait aller en traitement de fertilité. Donc, ça a un impact majeur quand même sur la vie de ces femmes-là. Oui. Il y a un des éléments qui me vient en tête, là. Puis c'est que j'ai une collègue qui fait de la rééducation périnéale, fait que souvent, puis c'est pas un domaine que je connais tant que ça, fait que souvent, je suis vraiment curieux d'avoir son. Il y a beaucoup de gens qui sont curieux quand même par rapport à ce qu'on fait. Puis une des choses que j'ai remarqué, qu'elle m'a appris, c'est que la quantité d'examens au niveau médical qui nécessitent des interventions dans la région génitale et peut-être par des professionnels de la santé des fois ou des médecins qui sont pas autant sensibilisés à ce niveau-là et qui savent pas que ça peut être un enjeu et que des fois, il peut avoir littéralement des examens physiques qui sont comme pas assez faits avec douceur ou précaution, puis à la limite que ça peut provoquer des douleurs. Fait que tu dois avoir souvent des personnes qui consultent et qui disent que justement, peut-être même que les gens évitent d'aller à leurs rendez-vous de suivi médicaux, de faire des examens gynécologiques et tout ça parce qu'ils veulent pas vivre ce type de douleur-là à répétition. Absolument. Puis nous, les patientes qui prennent rendez-vous, ça va être mentionné qu'il va y avoir un examen de type gynécologique durant la séance. Ouais. Donc, j'en ai qui arrivent quand même avec déjà le pied sur le frein de dire, moi, absolument. Puis avec raison, en fait. C'est des examens, des fois, qui vont être faits rapidement, sans jamais trop expliquer ce qui va se passer à l'avance. Donc, j'en ai qui craignent vraiment l'examen que je vais faire avec elles. Nous, on a la chance d'évaluer aussi en 90 minutes. Donc, ces gens-là vont me dire, coudonc, pendant 90 minutes, qu'est-ce que tu vas faire pendant 90 minutes? Fait que, il y a beaucoup de peur et d'appréhension par rapport au premier rendez-vous. Donc, des fois, juste un simple, un accueil de la douleur, premièrement, qui est assez, comme toute douleur, là, mais qui est juste de dire, OK, ça se peut, il y a une cause physique, voici ce qu'il y en est, de mettre un mot sur ce qu'elles ont et de proposer maintenant des pistes de solutions. Des fois, juste ça, pour un premier rendez-vous, c'est assez et c'est suffisant pour enlever une pression énorme sur leurs épaules. Et ça remplit souvent les attentes, qui est un peu de savoir qu'est-ce qui se passe, puis peux-tu m'aider? Puis si oui, ça ressemble à quoi ce que tu peux m'offrir? Exactement. Qu'est-ce que tu as à m'offrir comme plan de traitement, exactement? Ouais. Quand les gens vont venir consulter,
même d'emblée, là, avant même de se lancer dans cette question-là, pourquoi... Il y a peut-être des gens qui se demandent comment ça une physiothérapeute pour évaluer les douleurs sexuelles. Ouais. Pourquoi je veux dire la physiothérapeute, parce que c'est beaucoup plus de femmes. En fait, je ne connais pas d'hommes qui pratiquent en rééducation périnéale. S'il y en a, on les salue. Mais grosso modo, pourquoi la physiothérapie est une profession qui permet d'avoir les habiletés, le champ d'expertise pour prendre en charge puis bien évaluer et faire un plan de match pour les douleurs sexuelles? C'est une excellente question que je reçois presque toutes les semaines. Mais, bon. Mais c'est vraiment intéressant. Puis les gens aussi ne s'attendent pas à ça. Ils disent, mais pourquoi c'est pas un gynécologue ou une gynécologue? Ouais, exactement. Donc là, ce que je leur explique, en fait, c'est que le plancher pelvien, c'est des muscles, c'est des ligaments, c'est des articulations au niveau du bassin, au niveau de la hanche. Et c'est donc toutes des structures sur lesquelles on est habilité à le faire. La seule différence qui est quand même majeure, c'est qu'on a un examen vaginal ou rectal pour les évaluer, mais ça reste les mêmes termes, les mêmes problématiques de muscles trop faibles ou trop forts, ou hypertoniques ou hypotoniques. Fait que ça reste que les physiothérapeutes sont très, très habilités à évaluer ces conditions-là. Et en même temps, il y a le lien avec le fait que les physios sont très bons et bonnes pour évaluer tout l'appareil musculo-squelettique. On sait que le plancher pelvien, ça supporte en partie la colonne lombaire, les organes. Fait qu'il y a tout l'aspect de colonne vertébrale, les muscles, le bassin, la hanche. Fait que tout ça, dans un panier ensemble, font en sorte que si le physio est capable d'avoir une vue globale, disons, sur la problématique, peut-être qu'il est capable de voir plus les solutions par rapport à la problématique que si on avait juste le nez à regarder simplement l'appareil génital pour voir s'il y a une problématique plus locale. Oui, exactement. Puis, on prend le temps. C'est ça aussi la différence. C'est qu'en clinique, on prend le temps d'évaluer puis d'aller voir toutes les articulations, comme tu l'as dit, donc tout le rachis, le bassin, tout ça. Donc, des fois, la problématique est plus complexe que juste un examen vaginal d'un muscle tendu. Au niveau du plancher pelvien, il y a d'autres déficiences à travailler. Fait que cet aspect de vision globale-là est très important. Mais le temps, c'est un bon point, tu vois, parce que dans le domaine médical, quand tu vois des médecins, souvent, il faut que ce soit rapide parce qu'il y a un aspect d'efficience puis il y a une grande pression sur le système de santé. Pourtant, s'il y a une chose qui mérite ou qui nécessite de prendre vraiment bien son temps, c'est la douleur et encore plus la douleur à l'appareil génital ou les douleurs sexuelles en général parce que on en a déjà on en a parlé tantôt, c'est tout l'aspect intime, l'aspect crainte, l'aspect appréhension. Fait que c'est sûr que si l'examen au niveau médical est fait rusher, il est rapide, ça peut être sous-optimal, d'où la pertinence d'avoir des physios qui ont le temps, 60-90 minutes, peu importe le temps qu'ils accordent pour bien évaluer la problématique. Puis ne serait-ce que un peu, mettre... je veux pas dire, c'est peut-être pas le bon terme, ambiance, là, mais créer une relation de confiance qui permet ce type d'examen et qui n'est pas juste allez, let's go, on va direct au point. Là. Exactement. Puis, la réalité d'actuellement du système de santé, c'est qu'il y a plein de femmes qui n'ont pas de médecin de famille aussi. Donc, là, ces femmes-là disent, est-ce que je me présente à l'urgence pour ça? Est-ce que, qui je vais voir pour ça? Fait que les spécialistes sont très peu accessibles. Des fois, il y a des médecins de famille aussi qui sont pas habilités ou qui sont moins à l'aise de le faire, donc ils vont référer en gynécologie, mais les délais d'attente en gynécologie peuvent attendre, ces patientes-là attendent pendant 2 ans, avant de voir un spécialiste. Fait que, au moins, pendant ce temps-là, venez nous voir en physio, au moins pour qu'on puisse éliminer, ne serait-ce qu'il y ait cette possibilité-là, que ce soit au niveau de la douleur musculo-squelettique. Ouais. Puis, un des éléments auxquels je pense, puis je ne sais pas si toi, tu vois la même chose avec ce type de clientèle-là, mais quand on pense à la douleur, on pense aux lombalgies, les douleurs au dos, qui est une des choses les plus fréquentes, plus les gens voient de différents professionnels ou plus il y a de temps qui passe avec la douleur, on dirait plus les gens développent des croyances que personne ne peut régler leurs problèmes, personne ne peut les aider avec ça. Est-ce que toi, tu vois ce parallèle-là à faire avec le fait que les gens ont eu tellement longtemps ce type de problématique? Souvent, les gens vont traîner longtemps. Tu disais tantôt, ça peut prendre 2-3 consultations avant d'être référé à la bonne professionnelle. Est-ce que tu vois un peu cette espèce de manque d'espoir, découragement, croyance que finalement, regarde, ça va être ça, puis tu disais tantôt, je suis un peu là sans attente. Est-ce que c'est des discours qui ressortent avec la clientèle qui consulte? Absolument. J'en ai des femmes, des fois, qui vont m'arriver puis qui vont dire, ça a commencé au début par une petite douleur, suite à une infection vaginale, puis, 1 fois, 2 fois, mais je pouvais quand même avoir des relations sexuelles. Là, tranquillement, avec le temps, les relations sexuelles deviennent beaucoup moins agréables, beaucoup plus de douleur. Finalement, les relations sexuelles avec pénétration deviennent de moins en moins possibles. Et finalement, ça vient ternir un peu la relation que j'ai avec mon partenaire. Fait que là, ça a des répercussions quand même énormes, sur la vie de ces femmes-là. Là. Fait que oui, effectivement, fait qu'ils finissent par perdre espoir un peu. Là. Parce que ça peut partir de quelque chose de très banal, comme une légère douleur après une infection, et débouler jusqu'à
développer des problèmes conjugaux, puis que ce soit un problème avec la famille, puis là, la relation entre les parents, ça peut devenir un problème avec la relation avec les enfants, puis même, en tout cas, ça peut débouler facilement. Absolument. Fait que, tu sais, de la douleur chronique, c'est pas différent. Oui, en rééducation périnale, mais c'est pas différent. Donc, les situations vont devenir de pire en pire, puis ça va prendre des proportions qui sont plus grandes que ce que c'était à la base, là. Donc, quand tu reçois des patientes qui ont ce type de problématique-là, qui ont une raison de consultation pour des douleurs sexuelles, à quoi ça va ressembler un peu une séance d'évaluation? Tu sais, qu'est-ce qui t'intéresse avec ces personnes-là? Qu'est-ce que tu vas vouloir regarder? Puis concrètement, qu'est-ce que tu vas évaluer? Bien, comme j'ai dit tantôt, notre premier rendez-vous, nous, c'est 90 minutes. On prend le temps avec la personne de vraiment faire un grand tour d'horizon. Donc, pendant 45 minutes, je vais seulement parler avec la patiente pour vraiment faire le tour. Donc, évidemment, je demande la raison de consultation. Fait que tout l'historique aussi au niveau médical. Donc là, en travaillant en gynécologie, bien, c'est sûr que je vais demander est-ce qu'il y a déjà eu des kystes, des fibromes, des situations d'infection, des chirurgies aussi qui pourraient avoir un impact qui est un petit peu différent finalement. En fait, ça ressemble quand même à tout type de douleur qu'on va évaluer, mais ça amène à poser des questions un petit peu plus intimes. Je vais toujours aussi demander la notion s'il y a eu des historiques d'agression, soit au niveau physique, sexuel ou psychologique. Il faut quand même pas se voiler la face, là, les statistiques de ce côté-là. C'est assez répandu. Fait que je le pose d'emblée comme question. Ça peut toujours saisir. On s'entend dans un questionnaire initial posé par une peu reconnue. Là, on se connaît pas. Mais pourquoi pour toi, c'est important de poser cette question-là? Pour que les gens comprennent ce que toi, ça va t'amener comme information pour aider cette personne? Bien, en fait, c'est que moi, je m'apprête quand même à faire un examen au niveau périnéal avec cette région-là et je ne la connais pas. Je n'ai aucune idée de l'historique de cette patiente-là. Donc, suite à cette question-là, il y en a plusieurs. J'ai plusieurs réactions possibles que je vois. Donc, la première, c'est « Oh non, oh mon Dieu, j'ai été épargnée de ce côté-là. Je me considère chanceuse, tout ça. » De l'autre côté, j'ai la personne qui va rapidement dire « Ben oui, ça m'est arrivé », qui va être à l'aise de donner plein de détails, tout ça. Je veux m'assurer aussi que la personne ait un suivi ou ait reçu un suivi psychologique adéquat si elle en a besoin. Fait que c'est pour ça que dans le fond, il y en a qui, oui, j'ai fait ce cheminement-là, je suis à l'aise, fait qu'elle me donne plein de détails. Puis, ben dans tout ce spectre-là, j'ai un peu l'entre-deux. J'en ai qui ne répondraient pas, j'en ai qui vont me dire « Oh non », mais que tout leur non-verbal va me hurler « oui ». Fait que c'est sûr que je vais prendre des précautions supplémentaires suite à ça. Fait que je peux pas ne faire comme si de rien n'était finalement. C'est sûr que je vais traiter un peu tout le monde comme si il y en avait déjà eu. Fait que t'es mieux d'être un peu plus précautionneuse que... Voilà. Je vais questionner aussi, puis des fois, c'est là où ça peut différer. Les médecins qui n'ont pas le temps beaucoup, tu sais, on s'entend, ils n'ont pas beaucoup de temps, mais je vais questionner toutes les habitudes au niveau urinaire, les habitudes au niveau intestinal, et évidemment, par rapport à la vie sexuelle, par rapport aux douleurs, quand ils viennent me consulter pour ça. Donc, à quel moment ont commencé les douleurs? Comment ça a évolué dans le temps? Est-ce que c'est la même douleur ou est-ce qu'il y a un changement sur la douleur? Tout dépendant quel type de partenaire. Fait qu'avec plusieurs partenaires, as-tu expérimenté? Est-ce que la douleur se comporte de la même façon? Et là, je vais tomber dans qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui diminue la douleur. Donc, je tombe dans la vie privée. Est-ce qu'il y a des positions en particulier où la douleur, elle est pire ou est-ce qu'au contraire, ça va mieux? Donc, moi, déjà, d'emblée, je commence à analyser est-ce qu'il y a des structures qui pourraient être plus en cause? Est-ce qu'il y a la pression appliquée sur un endroit différent au niveau de l'entrée vaginale, par exemple? Déjà, moi, ça me piste sur les structures à évaluer. Fait que c'est sûr que oui, c'est pas différent de la douleur conventionnelle, mais quand je suis rendue à demander, OK, quel type de position sexuelle est plus douloureuse que l'autre, en première rencontre, des fois, ça peut saisir, mais je leur dis c'est toujours fait avec beaucoup, beaucoup de bienveillance et dans le but, et dans le but surtout de les aider. C'est surtout ça qui est important. Oui, mais ça aide à comprendre un peu le cerveau des physios il y a un aspect biomécanique à réfléchir à ces questions-là, de la même façon que si tu évalues une douleur au genou puis que tu sais que monter un escalier puis descendre un escalier, c'est pas exactement les mêmes stresseurs sur le genou. Fait que s'il y en a un qui fait mal, l'autre ne fait pas mal, ça nous donne des indices. Toi, avec ces questions-là, ça dit, voici des structures qui pourraient être problématiques. Puis déjà, toi, après ça, dans ton évaluation physique, tu vas avoir une idée un peu plus... mettons, une idée ciblée de quoi regarder, puis il y a peut-être des choses que tu ne vas pas avoir besoin d'évaluer parce que finalement, dans le questionnaire, dans la discussion avec la patiente, ça va avoir été éliminé. Ça ne m'amène pas là. Exactement. Ouais, exact. Fait que une grosse partie de discussion, compréhension de un peu toutes les sphères de vie, tu as parlé d'habitudes, même habitudes alimentaires, habitudes urinaires, relations sexuelles, les habitudes de vie en général. Puis après ça, dans l'examen physique, qu'est-ce qui est important pour toi? Puis peut-être que tu nuanceras selon le type de raison de consultation. S'il y a des choses que tu vas avoir moins tendance à
évaluer ou plus tendance à évaluer selon le cas. J'interromps le podcast une petite seconde pour te parler d'une formation de bioéducation qui pourrait t'intéresser, qui est en fait directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Si tu travailles en rééducation périnéale et pelvienne, c'est une formation en ligne d'une durée d'1 heure sur une revue des évidences scientifiques sur l'utilisation des dilatateurs vaginaux en rééducation pelvienne. Évidemment, le lien vers ce webinaire-là ou cette formation-là va être dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, tu peux utiliser le Goujon 15 comme code promo pour 15% de rabais sur leur formation en ligne à prix régulier. Bien, en fait, on va aller faire un scan quand même global en commençant. Donc, c'est sûr que tout le rachis, on va aller évaluer région thoracique, région lombaire, bassin, hanche, abdomen aussi, des fois, qui est sous-estimé. Mais la respiration, si j'ai entre autres, j'ai une patiente qui a de l'endométriose, bien, c'est sûr que je dois aller voir au niveau de la mobilité, au niveau de l'abdomen, au niveau de la respiration. Ça va avoir un impact assurément. Peux-tu juste définir pour les gens, c'est quoi l'endométriose? Vulgariser pour les gens qui ne connaissent pas ça. Endométriose, oui. Bien, c'est un peu un diagnostic quand même qui est fait au niveau médical. Là, c'est pas nous, en physiothérapie, qui va diagnostiquer ça. C'est vraiment une condition au niveau des tissus de l'utérus. Il y a plusieurs stades à ça. Et cliniquement, ce que les patientes vont avoir comme symptômes, ça va être beaucoup de douleurs au niveau des règles très abondantes, des douleurs aussi au niveau des relations sexuelles. Il peut même y avoir un volet aussi sur la fertilité de la femme. Donc, beaucoup de douleurs quand même, somme toute. OK. Fait qu'une fois le scan fait un petit peu plus là, au niveau, comme je l'ai nommé, on va passer plus à la région périnéale. Fait qu'on a plusieurs examens, plusieurs éléments à observer en examen externe. Donc, la sensibilité au niveau de la région périnéale, des réflexes. On va regarder aussi déjà si à la palpation externe, on a des tensions au niveau du plancher pelvien. Il y a toute l'observation des muqueuses aussi vaginales. Donc, selon l'âge de la patiente, à quoi je m'attends, est-ce qu'il y a des rougeurs? Déjà, pour l'élaboration, tout d'abord, des diagnostics différentiels qu'il faut que je garde un œil assurément. Encore plus, je dirais, en physiothérapie périnéale où il y a beaucoup de conditions là, à surveiller. Puis un des éléments qui est important de mentionner aussi, c'est que vu qu'en physiothérapie, on a l'accès à la première ligne, bien, des gens pourraient te consulter sans avoir vu de médecin. Et toi, tu as les outils, les connaissances, l'expertise pour déterminer, OK, non, ceci est une condition médicale et faire, par exemple, un corridor de service de référer vers un médecin si tu vois que c'est des signes autres que c'est pas toi qui vas régler finalement. Là. Absolument. Fait quand on suspecte qu'il y a quelque chose, ou des fois même juste une infection au niveau urinaire, une infection au niveau vaginal, bien moi, ça, c'est des contre-indications, à mon examen, à mon traitement. Fait que c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais référer la patiente vers les ressources, le traitement approprié. Oui. Fait qu'il y a tout cet aspect d'observation. Ouais. Puis après ça, physiquement, le plancher pelvien, c'est des muscles. Oui. Je ne sais pas combien de muscles, mais plusieurs, il me semble. 13 muscles. 13 muscles. Ouais. Fait que comment on évalue ça, un plancher pelvien? Puis c'est quoi les différents aspects d'un plancher pelvien qu'on peut évaluer? Puis pourquoi c'est pertinent d'évaluer ça dans le contexte de douleurs sexuelles? Oui. Bien, en fait, ce qu'il faut mentionner, c'est que le plancher pelvien est 5 à 7 cm de profondeur au niveau vaginal. Donc, c'est sûr que l'option vraiment pour évaluer l'ensemble du muscle, c'est par voie vaginale ou rectale aussi, c'est possible. Donc, c'est sûr qu'en premier, ce qu'on va vouloir évaluer, c'est le tonus des muscles. Donc, au repos, déjà, est-ce que j'ai un muscle qui est hypotonique ou hypertonique? Fait qu'on a des échelles pour le préciser. Donc, est-ce que j'ai un muscle finalement qui manque de souplesse ou qui manque de tonus? Fait que c'est déjà quelque chose qu'on va évaluer. Le contrôle moteur aussi, donc la force, l'endurance, la capacité à contracter ou à relâcher va être hyper important dans les cas de douleur. C'est bien documenté que les femmes qui ont des douleurs aux relations sexuelles vont avoir un muscle qui est plus faible, moins endurant, et vont surtout avoir un manque de contrôle moteur, ce qui est encore une fois pas très différent de la douleur d'une autre... On voit ça dans les autres articulations aussi. D'une autre région, exactement. Fait que l'aspect qui est différent, je te dirais, c'est que si je te demande de plier ton coude, ben c'est facile, on le voit, on le sent, on l'a déjà fait plein de fois. Ouais. Si je te demande de contracter ton plancher pelvien, ben là, ça peut être un défi pour plusieurs. Fait que des fois, d'abord, il y en a qui vont pousser au lieu de contracter. Fait que c'est premièrement de leur montrer qu'est-ce que c'est une bonne contraction au niveau du plancher pelvien. Puis après ça, ben c'est de rééduquer, de regarder aussi tout l'aspect de la capacité au relâchement. Donc souvent, ces patientes-là vont être prises dans un cercle vicieux de j'ai mal, donc je contracte. Donc plus je contracte,
plus j'ai mal, puis on est pris dans ce cercle-là où les femmes ne sont pas capables de relâcher. Fait que la capacité au relâchement va être très importante à évaluer. Est-ce que le relâchement est possible? Première des choses, est-ce qu'il est partiel? Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est plus lent ou ça se fait plus rapidement? Donc ça, c'est des choses que je veux évaluer en première séance parce que assurément, on va vouloir le travailler au fil des traitements avec les patientes. Puis il y a ce parallèle-là, je peux pas, parce que je le vois tellement souvent, ben ils vont pas me consulter en rééducation périnéale, mais je fais un dépistage quand les gens consultent pour des douleurs à la mâchoire. Parce que le duo est vraiment, l'espèce de double condition là, est vraiment fréquente. Fait que, parce qu'on sait que les douleurs à la mâchoire, les gens, ils peuvent avoir une tendance à serrer les dents beaucoup. Fait qu'un aspect d'hypertonie, tu sais, de tonus excessif. Fait que comment on apprend à quelqu'un à relâcher son plancher pelvien? T'sais, si on identifie que c'est un problème de contrôle en termes de la personne ne sait pas comment le relâcher, c'est quel type d'exercice, comment on amène une personne à réaliser cette tâche-là? Bien, tout d'abord, je vais commencer par leur expliquer que la contraction qui se fait quand il y a une douleur, c'est vraiment une contraction réflexe. Donc, je mets ma main sur un rond de poil chaud, j'ai le réflexe de l'enlever, ça se fait de façon tout seul. Mais là, ça se passe au niveau plancher pelvien. Et là, je leur explique que c'est pour ça que même si je faisais juste vous dire, relâchez, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc, le cerveau travaille contre eux. Oui, donc là, juste des fois de comprendre ça, ils font comme ah, OK, bon, tu sais, je suis pas folle, c'est pas dans ma tête. C'est ça. Première des choses, fait que ça fait du bien d'entendre. Deuxième des choses, je vais leur dire, si je peux pas vous demander juste de relâcher, dans ce cas-là, on va passer par la contraction. Fait que je vais vous demander de contracter votre plancher pelvien. Une fois que vous sentez la contraction, donc une contraction volontaire, là, on va pouvoir apprendre à venir relâcher de façon volontaire le plancher pelvien. Donc, il va y avoir des exercices qui vont être faits à ce moment-là. Il y a l'aspect aussi du biofeedback qui peut être super intéressant, super visuel. C'est un muscle qui est difficile à contracter puis à isoler aussi. Donc, souvent, les fessiers vont vouloir contracter en même temps l'intérieur des cuisses, la respiration se coupe, tu sais, tout arrête. Là. Les bras, à la limite. Exactement, les orteils vont retrousser. Fait que à ce moment-là, le biofeedback devient un outil hyper intéressant. Donc, c'est une sonde qu'on va introduire au niveau vaginal chez ces femmes-là, ou même des fois des électrodes de surface, et on va pouvoir projeter leur contraction à l'écran. Donc là, ça va donner vraiment un feedback visuel, un repère visuel. Et il y en a pour qui ça va être vraiment révélateur pour ces femmes-là de dire « OK, là, je contracte. OK, là, je relâche. » Puis là, on va en faire plusieurs. Puis je vais leur dire « Regardez votre tonus de repos. Maintenant, il est plus bas que ce qui était au départ. » Fait que ça aide vraiment à mieux comprendre puis à mieux visualiser. Puis après ça, les patientes repartent en ayant confiance que les exercices sont capables de bien les faire. Ouais. Ça fait toute la elles peuvent le voir en temps réel, d'associer leur feeling actuel à « OK, là, je suis en train de bien le faire. » Et donc, capable de reproduire ça à la maison. Exact. Puis on peut travailler leur capacité à s'auto-évaluer aussi. OK, maintenant, regarde pas l'écran, fais-moi quelques contractions, comment ça a été, parfait. OK, regarde l'écran, est-ce que c'est ce que tu as bien senti? Fait qu'on peut travailler puis à les rendre autonomes comme ça, à faire leur exercice à la maison. Parce qu'on sait à quel point, pour l'adhérence à un plan de traitement ou un plan d'exercice à la maison, il faut que la personne se sente compétente à le faire. T'sais, si c'est trop un grand effort puis qu'elle sent toujours des échecs puis qu'elle n'est pas capable de le faire, peu importe le type de blessure, de douleur, la personne n'aura pas la motivation à continuer. C'est trop décourageant. Fait qu'il y a cet aspect-là, il faut trouver une espèce de challenge optimal, si on veut. Oui, dans notre zone de travail. Fait que la patiente les sent bien, on est capable de bien les faire, mais en même temps, c'est un petit défi. Fait que des fois, la ligne est mince en rééducation périnéale par rapport à ça. Puis, à part tout l'aspect contrôle moteur, la force, la faiblesse, plancher pelvien, y a-t-il d'autres choses que tu vas vouloir évaluer en termes d'efficience dans l'examen physique? Bien, ça va être beaucoup, on a parlé un petit peu, mais le contrôle moteur, mais d'aller voir, OK, la respiration, il se passe quoi de ce côté-là? De la coordination avec les contractions et tout ça. Oui, exactement, d'être capable d'aller chercher ça. Puis là, c'est sûr que tout l'aspect d'évaluation de mobilité, fascia, myalgie, tout ça, c'est sûr que je vais aller évaluer si on a des trigger points pour pouvoir éventuellement aller les travailler en thérapie manuelle à ce moment-là. Fait que peut-être parlons justement, ça fait un bon pont vers les différentes avenues de traitement, d'intervention. Dans un plan de match ou un plan de traitement pour une condition comme ça, il peut y avoir souvent multiples choses qu'on va vouloir faire. Fait que peut-être on peut faire un tour d'horizon des différentes interventions en commençant avec, on a déjà effleuré les exercices, fait qu'on pourrait compléter avec les autres types d'exercices, puis après ça, on parlera peut-être plus des aspects qu'on peut faire, par exemple en traitement en thérapie manuelle. Après ça, plus conseils, habitudes de vie, puis ça fera un bon tour des interventions. Parfait. Fait que quel autre type d'exercice? Là, on a bien mis en contexte les exercices de plancher
plancher pelvien, plus avec le relâchement, les contractions. Y a-t-il d'autres types d'exercices qui pourraient être pertinents? Oui, il y en a plusieurs. Avant qu'on se lance dans ça, il y a quand même, c'est important de le préciser, il y a un algorithme de traitement de la prise en charge de vestibulodynie provoquée qui a été élaboré par Dr. Isabelle Girard, qui est urogynécologue à Sherbrooke, et Mélanie Morin, qui est directrice du laboratoire là, au labo urogynéco à Sherbrooke aussi, et qui ont vraiment ciblé des interventions à faire. Donc, en premier temps, deuxième ligne, troisième ligne. Fait que le premier élément va beaucoup parler d'éducation, je dirais, qui est important de préciser. La physiothérapie, évidemment, on est en première ligne. Fait que c'est sûr qu'on va respecter ça. Et il y a aussi la psychothérapie. Donc, soit sexo ou c'est psychologue. Et il va y avoir aussi un traitement pharmacologique là, d'application directe. Fait que c'est quand même important de le préciser parce qu'on a cet algorithme. Grands axes qui sont pertinents. Exactement. Ça, c'est la première ligne. Donc, après ça, on a d'autres éléments à tester. Mais c'est encore important de préciser que la physiothérapie reste le traitement de choix en première ligne. Ouais. Donc, c'est sûr qu'au niveau des exercices, on a parlé de tout le contrôle moteur, tout ça qui va être à faire là, à la maison. Il va y avoir les exercices de dilatation vaginale aussi qu'on va vouloir utiliser. Le but étant de briser le cercle vicieux de la douleur qui va s'être installé. Donc, on va toujours vouloir rester en bas de 5 sur 10 de douleur à la maison. C'est super important. Donc, les dilatations vaginales, donc, ils vont se faire avec des dilatateurs qui sont de format progressif. Donc, le premier format, souvent, est l'équivalent d'un doigt à peu près. Ça nous permet d'aller chercher d'augmenter la souplesse, d'augmenter aussi, de diminuer aussi la peur finalement de la douleur, la gastrophilisation. Donc, c'est comme une exposition graduelle, si je peux me permettre par rapport à ça. Donc, les femmes vont les faire à la maison à raison d'à peu près une fois ou 2-3 jours. Fait que c'est différents exercices d'étirement, de mouvements de va-et-vient qu'on va leur donner spécifiques selon leur contexte de... Un peu le même principe que de s'exposer graduellement à un mouvement qui est craintif, qui est douloureux, comme se pencher pour un mal de dos. C'est le classique que je rapporte tout le temps. Il y a cette notion de, qu'est-ce qui est identifié comme une appréhension, une crainte, puis il faut rééduquer le corps à être capable de le faire progressivement de plus en plus pour qu'éventuellement ce soit... c'est quelque chose qui est bien toléré, là, finalement. Exactement. Des fois aussi, de le sortir du contexte sexuel où il n'y a pas la pression de qu'il faut que ça marche, il ne faut pas qu'il y ait de douleur, tout ça. Des fois, je leur dis, c'est juste l'exercice. Fait que, s'il y a de la douleur trop importante, on arrête tout simplement, puis on recommence un autre jour. Fait que, après ça va donner une certaine confiance, finalement, quand les patientes vont se remettre direct dans l'action avec leur partenaire. Mais tu vois, ça, c'est un bon point que tu apportes parce que la notion, une douleur sexuelle, tu sais, assurément que la femme est la plus affectée, mais indirectement, il y a quelqu'un d'autre impliqué si c'est un problème dans les relations sexuelles. Puis il peut avoir une notion de... ce qui n'est pas sain, mais il peut avoir une notion d'espèce de sentiment de pression du partenaire, se sentir qu'on ne peut pas s'accomplir en tant que partenaire, sentir qu'on ne peut pas être désiré ou répondre à nos besoins, par exemple. Fait que cette notion-là, c'est un facteur important à considérer. Comment tu abordes ça avec les clientes qui te voient? C'est quoi les éléments? Puis peut-être même pour les messieurs qui écoutent, une capsule éducative par rapport à ça s'ils vivent avec un partenaire qui ont ces problématiques-là. Exactement. En fait, la première des choses, c'est que je vais leur demander comment c'est vécu à l'intérieur du couple. Parce qu'on va avoir, en fait, plusieurs types de partenaires, des partenaires qui vont être super compréhensifs, super aidants, qui vont dire, si je peux t'aider avec quoi que ce soit au niveau des exercices, fais-moi le savoir. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des partenaires qui venaient à 1 ou 2 rendez-vous pour voir un petit peu, pour comprendre, première des choses, mettre un nom sur ce qui se passe, voir sur quoi on travaille, voir comment ça se passe aussi en clinique. D'autre côté, c'est sûr qu'il y a des relations aussi plus difficiles où le partenaire fait des fois primer ses besoins avant finalement la douleur. Fait que des fois, c'est limitant, des fois, c'est aidant, mais il faut apprendre à jongler avec tout ça. Oui, je pense que c'est le support social est important, peu importe le type de problématique de santé, peu importe le type de douleur, si là où la partenaire est pas collaboratif, ou ne fait pas partie de la solution, mais ça peut devenir contre-productif. Absolument. J'aime quand même dire aux femmes, si ton chum avait une douleur à la cheville à 8 sur 10 quand il irait courir, je pense pas qu'il continuerait à courir 3 fois semaine. Fait que des fois, c'est juste de donner quelques exemples comme ça, puis de se permettre de dire, il y en a que ça, juste de refléter des fois. Les patients te font comme, mais ils voient que ça aide pas dans le contexte de douleur. Fait qu'il y a l'aspect d'éducation. Là, on a parlé de tout ce qui était dilatation, on a parlé des exercices. Y a-t-il d'autres types d'exercices qui sont pertinents à ce niveau-là?
Ça va se passer beaucoup, justement, comme on a parlé. Il va y avoir tout l'aspect de reprise de relations sexuelles, donc de guider sur cet aspect-là, qui est quand même à ne pas négliger dans ce contexte-là. Fait que c'est de donner plein de trucs pour essayer de relâcher la musculature, s'assurer que les exercices sont faits avant, différentes positions, en ayant identifié en examen, puis à l'évaluation, quelles structures sont plus problématiques. Fait que des fois, je vais me permettre de proposer, avez-vous essayé telle position qui, des fois, peuvent être plus facilitantes pour d'autres, qui peut-être pourraient être efficaces dans ton cas, pourraient bien fonctionner. Fait que je vais me permettre ça. Tout l'aspect éducation qu'on a passé vite un petit peu, mais tout ce qui est en contact avec la vulve peut finalement être une source d'irritation. Fait que, on va avoir énormément d'éducation à faire par rapport au choix des sous-vêtements, donc le type de sous-vêtements. Le type de tissu et ces choses-là. Absolument. Aussi, la lessive. Qu'est-ce qu'on va choisir pour laver les sous-vêtements, les activités physiques, fait qu'entre autres l'équitation, le vélo qui amène une friction supplémentaire qui peuvent nuire aussi à la condition. L'hygiène vulvaire est aussi un sujet qui est très, très mal connu. J'aime comparer. Absolument. J'entends toutes sortes de choses, je dirais, par rapport à l'hygiène vulvaire. Des choses qui sont souvent peut-être pas vraies. Souvent des choses qui sont pas vraies, mais aussi des choses qui sont très, très irritantes. Il y a beaucoup une fausse croyance par rapport aux odeurs, par rapport à l'hygiène qu'il faut laver, frotter. Mais souvent, je rappelle aux femmes, faites attention de quelle façon vous lavez vos yeux. Même chose, on prend aussi soin de la muqueuse vaginale de la même façon, donc on frotte pas avec du savon de façon abusive. Les douches vaginales à répétition, c'est pas une bonne idée quand on a des conditions de douleur là, au niveau de la vulve. Fait que c'est tous ces aspects-là qu'on va revoir avec les femmes. Tout l'aspect aussi des lubrifiants. Donc, il y a beaucoup de fausses croyances par rapport aux lubrifiants. La liste des ingrédients aussi, des fois, qui est de plus en plus complexe. Il y a beaucoup de marketing, il y a un élément qui chauffe, qui est froid, qui augmente les sensations. Tout ça, ça peut augmenter l'irritation finalement au niveau des douleurs. Fait que, c'est de voir, qu'est-ce que vous utilisez déjà à la base? Est-ce que ça aide ou est-ce que ça nuit? Beaucoup de femmes vont me dire, oui, j'ai acheté un lubrifiant justement. Fait que je dis, puis est-ce que ça vous aide? Non, j'ai l'impression que c'est pire, donc j'en utilise pas. C'est parce que vous n'avez pas le bon, tu sais. Fait que finalement, c'est à nous d'éduquer les patients par rapport à ça. Parce qu'à la base, ça peut être une des solutions qui va aider à revenir plus rapidement aux relations sexuelles. Souvent, ça va avoir été tenté, tu sais, les gens, ils savent comme pas trop quoi faire. Fait que, je vais essayer d'utiliser un lubrifiant. Finalement, on a un lubrifiant avec une liste d'ingrédients qui est très, très irritante. Fait que les femmes vont dire, là, j'ai essayé ça, mais c'est pire, tu sais. Fait que je l'utilise plus. Parfait, on va essayer d'autres choses maintenant qui vont être plus adaptées à ta condition, beaucoup moins irritant finalement. C'est un très bon point. Hein? Des fois, on a le réflexe de regarder des listes d'ingrédients pour des choses qu'on va manger ou d'autres choses, mais tu sais, tout ce qu'on utilise sur notre corps aussi est pertinent en termes de liste d'ingrédients. Oui, exactement. Fait que c'est à faire attention, les propylènes glycols. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a quand même une liste exhaustive là, qui est à faire attention à ce moment-là, ou des lubrifiants qui vont augmenter la sécheresse après. Fait qu'il y a des femmes qui vont utiliser un lubrifiant parce que, elles vont avoir des sécheresses au niveau vaginal, vont l'utiliser puis vont dire, j'ai l'impression qu'après, c'est pire. Effectivement, il y a des lubrifiants qui peuvent nuire aussi au niveau de la sécheresse vaginale. Donc, c'est de les éduquer aussi sur, par exemple, les hydratants, une catégorie de produits qui n'a pas d'hormones, qui est en vente libre, mais que les femmes connaissent pas ou très peu finalement. Fait que c'est donner des conseils adéquats par rapport à ça. C'est fascinant la liste des choses qu'on peut faire finalement. Même moi, j'en apprends beaucoup. Si on parle de traitement en termes de thérapie manuelle, dans quel cas ça pourrait être pertinent pour la physio, toi en clinique, de dire, OK, il y a des interventions manuelles qu'on peut faire pour aider la condition? C'est quoi tes indications pour ça? Puis si oui, c'est quoi un peu les options de traitement en termes de techniques manuelles ou les grandes catégories, mettons? En ayant déjà fait un scan au niveau du rachis, bassin, hanche, tout ça, c'est rare que je trouverai rien. Donc, souvent, il y a des petites douleurs qui sont là, des asymétries aussi de mouvement. Il faut faire attention parce que le bassin, c'est quand même le point d'ancrage de toute la musculature que je vais traiter après. Donc, si, par exemple, j'ai une dysfonction sacro-iliaque, puis qu'après, moi, je m'occupe juste de relâcher le plancher pelvien, c'est sûr que si je n'adresse pas ça, le plancher pelvien va redevenir tendu, puis on n'arrivera pas à régler cette problématique-là. Si c'est un aspect comme causal dans le mécanisme, exactement. Là, on veut aller à la source du problème. Exactement. Fait que ça va être important d'adresser ça, ou des fois des faiblesses autour, qui est une faiblesse au niveau des abdos profonds. Fait que ça va être des fois de rééduquer ce qu'il y a autour pour nous donner une chance pour maintenir nos gains finalement dans le temps.
Ouais. Puis après ça, au niveau plancher pelvien, quand je vais trouver des tensions directement sur le plancher pelvien, parce que je peux les palper comme n'importe quel autre muscle, fait que je recherche des nœuds, des tensions, fait que je vais venir les traiter de façon manuelle, que ce soit directement sur le muscle ou en travaillant l'aspect plus fascia, je vais pouvoir les travailler pour rééduquer, pour normaliser finalement le tonus, mais surtout la fonction musculaire. Quand il y a beaucoup de tension, je ne peux pas penser que mon muscle va fonctionner de façon optimale à la contraction ou au relâchement. Fait que les deux vont se combiner ensemble. Souvent, je vais leur dire, on va faire équipe. Donc, ce que je te donne à faire en devoir à la maison, c'est pas parce que je trouve ça moins important, c'est juste parce que je vais prioriser autre chose ici en clinique. Fait qu'on va pouvoir bien se compléter à ce moment-là. Ouais. Puis, il y a beaucoup de débats là, dans la communauté physio sur la thérapie manuelle, entre autres. Là, puis, je pense que souvent, les gens qui ont les arguments contre, c'est qu'ils pensent que c'est utilisé comme monothérapie, là, c'est-à-dire comme si la thérapie manuelle, c'est la seule chose qu'on pourrait faire pour régler un problème. En rééducation périnéale, où est un peu dans le monde des évidences scientifiques, c'est quoi le rôle de la thérapie manuelle? Qu'est-ce qui ressort? T'sais, toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à cet outil-là, son rôle dans la prise en charge? La thérapie manuelle fait partie d'une prise en charge globale. Donc, je dirais que les exercices sont quand même mis de l'avant. Une femme qui va venir consulter va avoir quand même plusieurs exercices à faire à la maison. Fait qu'il va y avoir beaucoup l'aspect de empowerment, là, tu sais, auto-prise en charge. Exactement. Fait que les patientes vont beaucoup s'investir. Donc, la thérapie manuelle n'est pas OK, viens une fois par mois chez nous, on va traiter tes tensions, puis après ça, la vie va être belle. Tu sais, c'est pas du tout ça. Fait que ça fait vraiment partie d'un portrait qui est global. Puis comme on a parlé, le biofeedback devient un outil hyper intéressant. Tu sais, puis vraiment, la physiothérapie est reconnue pour aider plus de 80% des femmes avec des douleurs au niveau des relations sexuelles. Ah oui, ça ressemble à ça, les stats. Absolument. Fait que, tu sais, la prise en charge globale est très efficace, mais non, on ne fait pas que de la thérapie manuelle. Ça fait partie du portrait global. Moi, j'en parle souvent comme un outil thérapeutique qui peut créer une fenêtre. En même temps, souvent, ça peut diminuer la douleur à court terme. Exact. Ça favorise la confiance que la condition peut changer, favorise un lien thérapeutique. Fait que c'est plus comme pour créer une fenêtre pour accélérer la récupération. Puis après ça, les gens sont peut-être plus enclins même à faire les choses à la maison en se disant il y a des choses qui bougent, ça s'améliore, fait que je vais m'investir dans le plan de match. Exactement. Puis dans le cas de la rééducation périnéale, il faut quand même mentionner que ça va arriver qu'à l'examen, quand je vais aller palper différents muscles, je vais reproduire les douleurs aussi. Le but, c'est ça, tu sais. Fait que je reproduis, je suis directement sur le muscle. Fait que les femmes vont faire, c'est ça ma douleur, c'est ça qui me fait mal. Fait que là, le fait de le travailler, puis de voir, OK, là, ça fait moins mal, OK, là, il y a moins de douleur, OK, je suis capable de mieux travailler mes exercices. Fait que ça ouvre une belle fenêtre, comme tu dis. Ouais. Quand on parle d'un sujet comme ça, on n'a comme pas le choix de penser à notre cerveau puis le régulateur de tout ça, de notre système nerveux. On a fait les liens tantôt avec tous les phénomènes de sensibilisation centrale et compagnie. C'est quoi le rôle d'autres éléments dans la gestion de ces problématiques-là, comme par exemple le sommeil, gestion du stress, l'anxiété? C'est quoi le rôle par rapport à ça? Et comment tu apportes ces éléments-là avec tes clientes? Oui. Bien, en fait, c'est super important de le mentionner parce que le stress, l'anxiété va avoir un impact énorme. C'est drôle parce que dans les études, c'est quand même bien démontré que les premiers muscles qui vont se contracter en cas de situation critique là, de stress, d'anxiété, c'est le plancher pelvien. Ah ouais, Puis quand on y pense, c'est assez je veux dire, c'est la fin du système urinaire, reproductif, digestif. Fait que c'est sûr que c'est un mécanisme de protection. Fait que, c'est bien présent. Moi, souvent, je vais leur dire, je vais leur demander d'emblée, êtes-vous plus quelqu'un qui vit du stress? Avez-vous des situations, plus stressantes dans votre vie? Non, je vis bien le stress. Et des fois, je me permets de dire, même si vous vivez bien le stress, le corps l'absorbe quand même. Fait que c'est tranquillement de les amener, de refléter. Peut-être que finalement, oui, il y a du stress. Puis, c'est pas rare qu'on va les référer en psychologie, en sexologie. À la clinique, on a la chance de travailler en équipe. On a une équipe qui est formidable. Fait que les références vont dans les deux sens. C'est pas rare que des fois, les patientes vont commencer dans le bureau de la sexologue, mais finalement, vont venir un peu travailler avec nous en physio parce qu'on a un élément travaillé. Finalement, l'acupuncteur va l'avoir parce que, il y a telle chose à travailler. Ou l'inverse, moi, je vais les références sexo en psycho. Fait qu'on a vraiment la chance d'avoir l'équipe qui est vraiment une prise en charge globale à ce moment-là. Puis on sait que le sommeil, entre autres, régule beaucoup de choses, là, dont nos émotions, notre stress. En même temps, les gens qui sont en douleur chronique, un déficit ou des problèmes de sommeil, c'est un facteur de risque pour des douleurs chroniques. Et même dans des cas de douleurs nouvelles, c'est un facteur de risque à ce que ça reste puis que ça évolue mal. Fait que y a tout cet aspect-là, plus, j'entends plus
habitudes de vie, là, Ouais, de exact. penser au global, de voir c'est quoi les autres éléments qui peuvent être travaillés pour aider la condition. L'alimentation aussi, tu sais, qu'on a Ouais. passé un peu rapidement, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Tu sais, moi, je vais questionner, est-ce qu'il y a de la constipation? Est-ce que, tu sais, fait qu'est-ce qu'il y a des changements à apporter? Je vais questionner l'hydratation aussi, parce que c'est sûr que si on a une constipation qui est chronique, les femmes doivent pousser énormément pour aller à la selle, ben, c'est sûr que je peux trouver des aspects pour faciliter aussi ça. Puis c'est un tout, là, s'il y a une constipation qui est importante, on a une douleur vulvaire, je peux pas penser juste de régler la douleur, mais pas d'adresser la constipation, tu sais, fait que j'ai pas le choix de l'adresser. Donc, même chose, référence en nutrition aussi qui est Ouais, ben c'est ça, j'allais te demander possible. si des fois ça peut être pertinent de référer en nutrition. Ouais, tu sais, on peut donner des conseils de base, mais on n'est vraiment pas les pros de ça, pour tu sais. évaluer l'ensemble de la fonction. Exactement, tu sais, de faire des journaux, tu sais, Mhm. au niveau de l'alimentation, fait que ça, ouais, absolument, la référence est possible. Est-ce que on a quand même abordé pas mal on a fait un bon tour d'horizon des Ouais. interventions. Y a-tu d'autres choses auxquelles tu penses, tu sais, qui fit peut-être pas dans une des catégories qu'on a dit, des choses qui vont être quand même pertinentes à intégrer dans un plan de match pour ce type de problématique-là? Ben en fait, dans l'algorithme de traitement, on avait le traitement pharmacologique qui est un peu connu, je dirais, le traitement de première ligne, qui est souvent la lidocaïne qui va être appliquée au niveau de l'entrée vaginale. Fait que des fois, il y a un traitement pharmacologique qui va pouvoir être fait aussi. Tu sais, c'est pas nous, évidemment, qui va le gérer en physio, mais qui va quand même faire partie du portrait. Donc, on peut, entre autres, demander au pharmacien voir son avis sur ça ou demander au médecin son avis sur cet aspect-là. Puis là, ben, en ce moment, il y a quand même des projets de recherche là, qui roulent, qui offrent d'autres avenues de traitement, donc le laser, la poncture sèche d'aiguille. Fait que tout ça est évalué aussi en ce moment. Mm-hmm. Puis, en général, ben, ça me fait penser, avant de passer au prochain point, quand tu dois collaborer avec le pharmacien pour cet aspect médical-là ou l'aspect de médicaments, est-ce que c'est dans une optique où il y aurait la composante de douleur est comme trop présente, puis c'est difficile de faire le plan de match physio à cause de ça, et là, le médicament vient un peu créer une fenêtre de traitement pour que ce soit plus optimal? Exactement. Donc, ça m'est arrivé des fois où les examens étaient simplement impossibles. Donc, moi, je ne pouvais pas avoir tous les éléments. Je ne pouvais pas aller travailler manuellement aussi. Ouais. La douleur était trop importante. Puis là, ben, je me rendais compte qu'on était dans... J'entretenais ce cercle vicieux-là de douleur. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il y a justement la lidocaïne qui peut être utilisée à ce moment-là. Ou ça peut être même utilisé en traitement de fond pour justement nous offrir une belle fenêtre thérapeutique. Okay, fait que ça ne traite pas nécessairement la cause complète, mais ça nous aide là, à aller plus loin. Le feu, là, exactement. Le temps qu'on puisse faire les bonnes choses pour que ça aille mieux au final. Exact. Régler c'est bien, c'est vraiment dans le traitement de première ligne là, de l'algorithme de traitement. Fait que c'est bien documenté. Tu as mentionné tantôt, les données nous disent que c'est 80% des femmes qui répondent bien favorablement avec la prise en charge en physio, c'est ça? Oui, exactement. Toi, avec ton expérience, avec ta clientèle, c'est quoi la durée de prise en charge moyenne? En général, les gens vont avoir besoin de combien de séances? C'est-tu du travail sur plusieurs semaines, plusieurs mois, des années? Ça ressemble à quoi un peu? On peut voir avec ton point de vue clinique, là. La prise en charge globale, bien, c'est sûr que ça va dépendre de la situation. Ça fait combien de temps que c'est installé? Fait quand on a la complexité. Exactement. Fait quand on a des douleurs qui sont assez récentes, c'est sûr que plus rapidement, on les prend en charge, mieux ça répond au traitement à ce moment-là. Je dirais que de façon générale, c'est pas un suivi qui est fait là, à toutes les semaines. Fait que des fois, on peut se laisser peut-être 1, 2, 3 semaines entre les thérapies. La réalité est qu'on est au privé, qu'à un moment donné, les assurances ont des limites, que, je veux dire, il y a toute l'accessibilité aussi qui entre en jeu. Mais on peut s'attendre qu'entre 8 à 10 traitements, on a une belle amélioration là, avec les patientes. Là. C'est souvent un travail de long terme aussi, parce que c'est la majorité des gens, quand ils doivent te voir, souvent, ça fait longtemps qu'ils les ont, ces problèmes-là. Fait qu'il y a comme des aspects plus... déjà, quand on doit changer des habitudes de vie, on pense plus à quelque chose de long terme. Ça ne change pas en 2-3 semaines. Puis même chose, si on pense à relâcher des muscles qui sont habitués de serrer fort et qu'il y a peut-être des catalyseurs de ça qui sont au niveau psychologique ou en termes avec leur tempérament plus anxieux, des choses comme ça. Fait que ça doit être long en général à régler. Là. Ou ça peut être plus long. Il faut que ça fasse son temps finalement. Ça peut être plus long. Puis je vais avoir des patientes que je vais voir aussi qui vont me dire qu'on a fait le traitement, ça va bien, puis qui tout d'un coup vont avoir une fin de session ou un épisode vraiment plus stressant dans leur vie, qui vont faire comme c'est pas revenu, mais je sens que ça pourrait être fragile, puis la cascade pourrait repartir. Fait que des fois, il va y avoir quelques suivis comme ça pour dire ben là, juste un traitement où j'ai repris un peu mes exercices, puis là, je sens déjà que ça va mieux. Fait que des fois, sur des coups de stress comme ça, c'est possible aussi de revoir les patients.
Ouais, puis des fois, ça peut être juste un aspect de, tu sais, ramener les gens à, OK, tu te rappelles, c'était ça qu'il fallait faire, c'est ça qui t'avait aidé le plus, un peu comme une espèce de remise à jour du plan de match, puis des fois un petit pep talk qui fait que les gens reprennent espoir. Là. Exactement. Ah oui, c'est vrai, tu m'as parlé de ce truc-là. Ah ouais, là, j'ai juste fait celui-là, mais pas celui-là, tu sais, fait qu'on se remet à jour de ce côté-là, puis c'est ça qui est le fun aussi, parce que comme les patientes s'impliquent, qui font les exercices, tout ça, ben ils sont en mesure de reprendre rapidement ces bonnes habitudes-là quand il y a quelque chose, puis des fois, c'est le petit coup de pouce de plus pour la motivation quand ils viennent nous voir. Oui. Tu as parlé de l'aspect, tu sais, qui est un des enjeux, le fait qu'on est accessible dans le privé en général, tu sais, pour la physio. Il n'y a pas beaucoup de physio dans le public, en tout cas, pas pour les douleurs, tu sais, qu'on connaît, là. Il y a plein de physio dans le milieu public, mais ils travaillent dans plus d'autres champs d'expertise. Souvent, je me fais poser la question, tu sais, ça vaut-tu la peine d'aller voir la physio, juste l'évaluation? Tu sais, mettons, je ne peux pas me permettre la prise en charge complète avec mes 6 à 8 traitements, mais est-ce que ça peut valoir la peine juste de se faire évaluer, d'avoir les recommandations puis des exercices? Ben absolument. Puis tu sais, moi, j'en ai qui vont me dire d'emblée, écoute, moi, j'ai pas plusieurs séances devant moi. Ben en sachant ça, je vais essayer de maximiser le plus possible, genre leur donner le plus de documentation possible, puis qu'ils vont pouvoir revenir me voir juste quand ce sera possible à nouveau. Mais oui, absolument. Première des choses, pour avoir une évaluation, savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi le portrait actuel, sur quel aspect pour toi il faudrait travailler, ou est-ce qu'au contraire, je vais te référer au médecin parce que je suspecte peut-être une condition X qui devrait avoir un traitement approprié. Fait que oui, ça vaut la peine. Puis c'est important aussi de préciser parce que des fois, les patients vont me le demander, mais moi, j'ai juste des assurances qui couvrent la physiothérapie. Mais vous, c'est pas de la physiothérapie normale. Fait que peut-être que mes assurances ne couvrent pas, mais oui, c'est couvert. On rentre dans la physiothérapie conventionnelle. Fait que c'est quand même important de préciser. Oui, fait que ça peut être pertinent de voir, même selon le budget des gens qui ont à allouer ou selon leur limite d'assurance, ben, si on a le droit à 3-4 séances, ben, on fait le maximum pour ça. Puis c'est souvent la même chose que j'explique aux gens en douleur, les gens qui disent « Ouais, mais j'ai pas d'argent pour aller en physio », mais les gens, je pense, sous-estiment à quel point ça peut être pertinent juste une séance, ne serait-ce que d'avoir un diagnostic, savoir c'est quoi le problème, être assuré, avoir des conseils, des exercices. Souvent, là, ça peut être 25, 30, 40% de la job, là, ben oui, de poser les bons premiers blocs. Oui, puis tu sais, des fois, j'ai des patientes qui sont gênées de me le dire, mais je suis comme, ben, dites-moi là, puis c'est parfait, merci de me l'avoir dit. Moi, je vais utiliser mon temps, votre temps, finalement, d'une meilleure façon, de la façon la plus efficace possible, la plus efficiente possible, fait qu'on arrive à en donner le maximum, finalement. Ouais. Est-ce que j'ai comme en tête, parce que dans tous les sujets, souvent, il y a des mythes. En lien avec le domaine. Tu en as abordé quelques-uns à travers la discussion. Y a-t-il des mythes par rapport à ton domaine, par rapport aux douleurs sexuelles, par rapport à tout ce qui est rééducation périnéale, des choses qui reviennent souvent, là, puis que tu es tanné de devoir répéter, mais que tu trouves tout le temps pertinent de remettre à jour? On pourrait faire un petit tour d'horizon s'il y en a qui te viennent en tête. Bien, c'est sûr que, première des choses, il y en a qui vont penser que, OK, j'ai de leur relation sexuelle, on a parlé un petit peu, mais pourquoi c'est pas la gynécologue? Fait que, ouais, ça, c'est la première chose. En tout cas, qui comprennent pas pourquoi c'est nous. Fait que là, OK, on explique. Parfait. Des fois aussi, il y a des mythes à savoir qu'il y a une condition qui est physique et qui nécessite d'être abordée de façon physiquement. Tu sais, j'ai des patientes qui vont me dire, moi, mon médecin m'a dit, prends un verre de vin, ça va passer. Ah ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même malheureux d'entendre ça encore, tu sais, je veux dire... en 2023, de savoir fait dire ça par le médecin, tu sais. Ouais. Fait que de savoir que physiquement, il y a une cause à ça, puis qu'on peut t'aider, que c'est pas juste dans ta tête, déjà ça, c'est un gros mythe qui est à défaire, là, assurément. Puis juste ça, ça rassure énormément, là. Y a-tu un mythe, tu sais, est-ce que la phrase genre, tu sais, c'est normal, fais avec, habitue-toi, ça va passer, tu sais, ce genre de discours-là, c'est-tu quelque chose que tes clientes se sont fait dire, qui revient des fois? Absolument. Tu sais, je vais endurer. C'était pas si pire, j'avais juste mal à 6 sur 10. Ou, tu sais, fait que les femmes vont énormément endurer de douleurs. Fait que, comme j'ai mentionné l'exemple de la course à pied à 8 sur 10, tu sais, les douleurs là, que j'ai dans mon bureau, c'est pas des 2 sur 10 de douleurs, c'est des 8 sur 10, c'est des 10 sur 10. Ça m'a chauffé après pendant 24 heures. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vont endurer ces douleurs-là puis qui vont penser que c'est normal. Puis que ça va être comme ça. On voit ça avec les incontinences urinaires après l'accouchement. On banalise. Puis on dit, c'est normal, il y a eu un accouchement, après une grossesse, on ne peut plus courir, sauter sans fuite urinaire. Ça, c'est comme, ah oui, c'est normal, j'ai ça. C'est normal. Ou des patients qui vont dire, moi, c'était comme ça dès ma première relation sexuelle. Fait que ça va être comme ça toute ma vie, tu sais. Non, pas nécessairement. Fréquent et récurrent ne veut pas dire que c'est normal. Oui, et non. Parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est pas normal. Et chronique ne veut pas dire permanent. Ouais.
quand même important. Oui, c'est un bon point, ça. Message d'espoir pour les femmes. Oui. Y a-tu d'autres choses qui te viennent en tête, comme ça, dans des mythes que tu continues à défaire, ou c'est pas mal les trois principaux? C'est quand même des bons mythes qu'on entend assez fréquemment, oui. OK. Avant de conclure, peut-être, on a parlé de l'accès. Il y a beaucoup de choses qui bougent au Québec avec l'accès à la physiothérapie. Pas plus tard qu'à l'automne, j'étais à l'Université Laval pour assister aux présentations des projets de maîtrise des finissants et finissantes de la cohorte 2023, en tout cas, 2022. Puis, il y en a qui présentaient justement, il y en a une qui a présenté sur l'accessibilité dans un système public pour la rééducation périnéale. Ce serait quoi ton espoir que tu as ou tes souhaits par rapport à l'accessibilité pour ce champ d'expertise-là de la profession de physio en rééducation périnéale, pour être plus accessible pour les femmes, même dans le réseau public? Bien, c'est sûr que ça passerait vraiment par le réseau public. Là. Assurément, on le sait, on est au privé, on est conscient de cette réalité-là avec le coût de la vie qui augmente beaucoup. C'est sûr que je dirais, il y a un coût à nos consultations, fait qu'on est très limité par ça. Si on se compare un peu ailleurs dans le monde, ben c'est sûr qu'il y en a pour qui la rééducation périnéale devient accessible post-accouchement. Donc, on voit en France, ils n'ont pas ça, me semble? Oui, exactement. Ils ont autour de 10 séances, là, si je ne me trompe pas, qui sont inclus post-accouchement. Puis c'est parce qu'on peut... En fait, on est bon, les physios, on est quand même assez humble. Hein? On est trop humble. Effectivement. Donc, il faudrait essayer de se faire valoir un peu plus parce qu'en prévention, sur un paquet de choses, on est très, très efficace. On coûte beaucoup moins cher que plein d'autres spécialistes, que plein d'autres traitements, que plein d'autres, finalement, chirurgies ou quoi que ce soit. Fait qu'assurément, il ne faut pas arrêter de faire du PR puis de se faire valoir auprès des médecins. Je pense que de faire valoir auprès des médecins, justement, médecins de famille, surtout en première ligne. Oui, les spécialistes, des fois, nous connaissent un peu plus, mais surtout les médecins de famille, parce que des fois, les patientes vont avoir le réflexe d'aller voir le médecin. C'est souvent la porte d'entrée gratuite pour les gens au Québec. Exactement, qu'ils nous connaissent, puis qu'au moins, on peut se référer. Fait que c'est sûr que d'avoir éventuellement de la rééducation périnéale accessible pour ceux qui en ont besoin, ben ce serait un beau rêve. Ce serait l'idéal. Mais déjà, au moins, d'avoir un référencement qui est plus facile pour les patientes qui consultent puis qui nomment ces problématiques-là, au moins déjà de les rediriger vers les bons professionnels, ce serait l'idéal. Mais ceci dit, je sais que ça bouge beaucoup puis que ça s'en vient puis qu'il y a du monde qui travaille très fort pour être en contact avec du monde de l'Ordre, de l'Association québécoise de physio, Fédération des cliniques privées du Québec. Il y a beaucoup de collaboration avec le ministère de la Santé, avec les instances, tous les agents payeurs et tout ça, pour que ça bouge puis qu'il y ait de plus en plus d'accès. On le sait, on est dans un contexte de système de santé complètement surchargé. Fait que pourquoi ne pas utiliser des professionnels qui sont super compétentes pour prendre en charge toutes sortes de problématiques, entre autres des problématiques, comme on a vu aujourd'hui, qui sont très fréquentes. Exactement. Puis même au-delà du traitement, il y a aussi tout l'aspect préventif sur lequel on peut avoir un impact qui coûterait beaucoup moins cher finalement au système de santé plus tard quand ces patientes-là ont besoin de chirurgie ou quoi que ce soit. Fait que je pense que, en fait, toute la physiothérapie est beaucoup comme ça. L'aspect préventif va aider beaucoup, mais c'est sûr que dans le monde idéal, on serait présent au public. Là. Ce serait quoi... quelques messages clés, là. Si on vise, premièrement, d'abord les patientes qui vivent avec des douleurs sexuelles, si tu avais un message clé comme conclusion que tu voudrais leur transmettre, ce serait quoi? En lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui. J'aime ça. Il y a de l'espoir. Et c'est surtout, en fait, c'est pas parce que vous vous cognez le nez sur une porte close avec un médecin qui ne sait pas la condition ou un mauvais diagnostic que vous avez. Allez sur le site directement de l'Ordre professionnel de la physiothérapie. C'est très facile de trouver un professionnel près de chez vous qui pourrait faire une évaluation en rééducation périnéale. Donc, comme toutes les autres, je dirais, spécialités de la physiothérapie ou domaines d'expertise de la physiothérapie, c'est facile de trouver quelqu'un. Quitte à faire dire que c'est pas cet aspect-là, puis au moins vous aurez écarté cette hypothèse-là, mais on peut quand même aider un paquet de femmes. Là, fait que n'hésitez pas, il y en a un peu partout en région. Là, fait que c'est pas juste dans les grands centres que c'est disponible. Fait que, très bon message d'espoir. Puis maintenant, peut-être un message clé pour peut-être plus les médecins, les professionnels de la santé qui pourraient voir ce type de patientèle et qui peut-être ne savent pas que ça existe ou n'ont pas le réflexe de référer. Ce serait quoi un message clé pour eux? Les physiothérapeutes sont très compétents pour prise en charge ce type de problématique-là. Donc, si vous ne savez pas, vous pouvez référer en gynéco. Mais ces patientes-là vont attendre 1 an, 2 ans, 3 ans. En attendant,
on ne perd rien à référer en physiothérapie, quitte à dire à ce que la physiothérapeute dise, ben non, tu sais, je peux pas vous aider, mais au moins, on peut réussir à trouver des solutions à court, à moyen, à long terme pour ces patientes-là. Donc, peut-être que quand le téléphone va sonner sur la liste des rappels, ben, qu'ils n'auront même plus besoin de leur consultation en gynéco, tu sais, fait que ça permettrait au moins ces patientes-là d'être confortables le temps qu'elles attendent. Donc, il y en a pour qui c'est des solutions vraiment juste à court terme, mais il y en a pour qui, ben, finalement, elles n'ont plus besoin du tout de la référence en gynéco, tu sais, fait que ça aura permis de trouver des solutions plus rapidement à moindre coût au système de santé. On voit ça beaucoup dans les listes d'attente de chirurgie orthopédique. Les gens sont en liste d'attente pour le remplacement de genoux, protège total de genoux. Ils sont référés en physio, puis l'orthopédiste appelle, oui, on a une place de chirurgie. Ben non, ça va très bien, pas besoin. Ou tu sais, nous, on a quand même un bon partenariat à Sherbrooke aussi avec les médecins spécialistes. Fait que ce qu'on voit aussi, et qui est encore plus malheureux, je dirais, c'est que ces patientes-là attendent pendant 2 ans pour voir un spécialiste et leur spécialiste leur dit, ben, allez voir votre physio. Puis ils font comme, mais j'aurais pu savoir ça avant, tu sais. Durant ces 2 ans-là que j'ai attendu, j'aurais pu faire de la physio pour l'essayer au moins, tu sais. Fait que, assurément, référez-nous. Ben, je pense qu'avec la discussion d'aujourd'hui, ça va être pas mal plus clair pour bien du monde qui vont avoir écouté. Je le souhaite. Peut-être en concluant, si les gens veulent avoir plus d'informations, vous avez un site web avec la clinique. Fait que peut-être qu'on pourrait donner les informations si les gens veulent en savoir plus, lire sur la mission de la clinique, lire sur ton profil par rapport à tes expertises et tout ça. Exactement. Toutes les problématiques aussi énumérées qu'on adresse. Oui, fait que là, aujourd'hui, on a parlé beaucoup des douleurs chez la femme, mais tu sais, autant les douleurs chez l'homme, toutes les conditions urogynécologiques, c'est important de préciser que ce soit homme, femme et enfant. Fait qu'on va adresser ces problématiques-là. Tout est bien détaillé sur notre site web. Il y a plusieurs questions aussi. Donc, il y a la foire aux questions qui répond beaucoup à quoi ça te rend pour un premier rendez-vous, quand consulter, tu sais, comment ça fonctionne pour la prise de rendez-vous. Donc, il y a beaucoup d'informations qui vont se retrouver sur le site web et de ne pas hésiter finalement à téléphoner à la clinique si jamais vous avez une condition santé laquelle vous ne savez pas si on peut vous aider ou pas. Téléphonez-nous puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Super. Fait que je pourrais mettre le lien du site web dans la description de l'épisode. Mais si les gens ne regardent pas la description, c'est quoi l'adresse du site web? En fait, très simple, www.sigogna.com. Facile. Oui, exactement. Pourquoi se compliquer la vie? Exact, quand on peut faire simple. Voilà. Écoute, Jessica, merci beaucoup pour ton temps. C'était super conversation. J'ai beaucoup appris. Puis je pense que si moi j'ai appris, clairement, les gens qui écoutent vont avoir appris beaucoup de choses. Fait que, encore une fois, merci pour ton temps puis ta grande générosité. Merci, ça m'a fait plaisir. À la prochaine.